Non, tu as démarré la diffusion là. Est-ce que Nathalie, tu peux mettre en pause la diffusion peut-être? Non. Nathalie, tu m'entends? Oui. Bonjour à Est-ce que tu tous. vois est-ce que tu Oui, vois mon écran, Nathalie? oui, je vois ton écran, tout à fait. Et on a Super, commencé super. l'enregistrement. Eh ben, c'est parfait, au moins on voit mon écran. Tu peux le mettre peut-être en plein écran, s'il te plaît? Voilà, parfait. Absolument, génial. Et on va attendre que tous les participants se joignent à nous. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, on va attendre quelques minutes. Il est 8h59, on va encore attendre 2 petites minutes que tout le monde se connecte, enfin, que les retardataires ou tous les gens qui vont se connecter d'ici une minute se joignent à nous. 9h pile, attendons encore 1 ou 2 minutes et on va pouvoir commencer. Je vois de plus en plus de participants qui se joignent à nous. On attend encore une petite minute et on va pouvoir commencer. « 9h01. Nathalie, si c'est bon pour toi, je propose qu'on commence ce webinaire. Tout à fait. On peut lancer. Eh ben, c'est Bonjour à parfait. Eh tous. bien, écoute, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin pour ce nouveau webinaire dédié au décret tertiaire organisé par Sobre Énergie. Alors, l'objectif de ce webinaire de ce matin, c'est de vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez avoir une stratégie judicieuse, efficace, dans l'optique d'atteindre les objectifs du décret tertiaire fixés à l'horizon 2030. Alors, je me présente en 2 mots. Donc, je m'appelle Robin Barre, je suis responsable commercial au sein de Sobre Énergie sur le quart sud-est de la France. Mais Sobre Énergie, dans sa globalité, intervient bien évidemment partout en France, aux quatre coins du territoire. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est que nous commencions ce webinaire par une courte présentation de Sobre Énergie pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, pardon. Et par la suite, donc, nous rentrerons dans le vif du sujet. Nous parlerons donc du décret tertiaire et plus particulièrement, nous rappellerons les fondamentaux de ce décret tertiaire, ces règles de base
la façon dont il s'articule. Puis, dans un troisième temps, nous rentrerons dans les détails de la stratégie la plus judicieuse à établir pour atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques fixés par ce décret tertiaire à l'horizon 2030 dans un premier temps. Puis ensuite, dans un quatrième temps, nous vous proposons de vous détailler la façon dont on pilote cette stratégie pour être dans la bonne trajectoire d'ici cet horizon de 2030. Et enfin, nous avons mis en point 5 les questions et les réponses. En réalité, ce que je vous propose ce matin, c'est tout simplement de nous transmettre vos questions dans le fil de discussion qui s'appelle Questions, qui est dédié justement toutes les interrogations que vous pourriez avoir et nous y répondrons au fil de l'eau pour que ce webinaire soit un petit peu plus interactif. Donc, n'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions. Alors, dans un premier temps, donc, Sobre Énergie, qui nous sommes? Eh bien, Sobre Énergie est une filiale commune de deux grands groupes que vous connaissez tous, qui sont donc le groupe La Poste et la Banque des Territoires, qui sont donc nos deux actionnaires majoritaires. Nous comptons également un troisième actionnaire minoritaire, qui est le bureau d'études Egis, qui est aussi bien connu. Pour information, Sobre Énergie n'a pas été créé hier, bien que notre nom soit plutôt à la mode et dans l'air du temps. Sobre Énergie a été créé en 2016 et de 2016 jusqu'à 2019, nous nous sommes concentrés sur une mission principale qui était de réduire les consommations énergétiques des 10 000 bâtiments de la Poste Immobilier. Et donc, fort de cette expérience de 3 ans sur ce vaste parc de bâtiments, eh bien, nous avons décidé de travailler avec d'autres clients, que ce soit des collectivités ou des entreprises du privé, qui ont également comme problématique majeure de réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments, de réduire par la même occasion leurs dépenses énergétiques et en même temps se conformer également à des réglementations sur cette thématique, comme par exemple le décret tertiaire. Et donc aujourd'hui, Sobre Énergie compte un petit peu plus de 150 clients à travers la France et nous avons désormais une expérience significative dans plusieurs domaines, notamment les audits énergétiques qui font partie de notre cœur de métier et également la mise à disposition aussi d'un outil d'état des lieux de diagnostic des consommations énergétiques qui s'appelle Datamark et qui est une plateforme digitale qui est aujourd'hui utilisée par beaucoup de collectivités et d'entreprises parmi nos clients. Alors notre ADN, elle tient en 3 mots. Les bâtiments, d'une part, puisque c'est évidemment eh bien notre terrain de jeu, si je puis dire. Notre cœur de métier, c'est la réduction de ces consommations énergétiques, qui représente un enjeu majeur à l'échelle de la France, puisque les bâtiments correspondent à peu près correspondent à 43% de la consommation énergétique en France, qui est colossale. Et donc c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans cette mission des réductions de consommation énergétique des bâtiments à travers deux leviers que nous activons. Le premier levier pour nous, c'est la data, la maîtrise de ces données énergétiques qui permettent de réaliser un premier état des lieux, un premier diagnostic et qui permet ensuite de passer à l'action. Et puis le troisième paramètre qui, à notre sens, est indispensable aussi dans cette démarche de sobriété énergétique, c'est tout simplement les hommes, puisque c'est également en, en intervenant sur les comportements que l'on peut vraiment tirer profit un maximum des différents ajustements techniques qu'on va réaliser dans des bâtiments. Donc ces trois notions-là sont vraiment au cœur de notre intervention et nous permettent d'avoir des résultats probants en termes de réduction des consommations énergétiques des bâtiments de nos clients. Alors justement, nos clients, donc je l'ai évoqué, nous comptons à la fois des clients privés et des clients publics. Vous voyez ici donc un petit échantillon des entreprises privées que nous suivons. Vous pouvez noter une chose, c'est que nous avons des clients dans beaucoup de secteurs différents et le point commun majeur de ces entreprises,
eh bien, c'est tout simplement d'avoir comme problématique aujourd'hui la réduction des consommations énergétiques, soit pour des raisons réglementaires, soit pour des raisons financières, ou encore également pour des raisons de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est également une notion qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises. Nous avons également dans notre ADN, bien sûr, le fait d'avoir beaucoup de clients qui sont des collectivités locales, qui sont des acteurs du monde public. Là aussi, on retrouve une grande diversité de collectivités, aussi bien des conseils départementaux, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, des communes également de toute taille, des petites, des grandes, et qui là aussi ont à cœur de réduire leur consommation énergétique, de réduire leurs dépenses et de se conformer vis-à-vis d'un certain nombre de réglementations. Ceci étant dit, passons au cœur du sujet de la thématique de ce webinaire de ce matin, qui est donc le décret tertiaire et plus particulièrement la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du décret tertiaire à l'horizon 2030. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de rappeler tout simplement les fondamentaux de ce décret tertiaire que l'on appelle également dispositif éco-énergie tertiaire, qui trouve son origine, sa genèse dans la loi Elan, et qui a été publié donc en juillet 2019. Alors ce décret tertiaire, qu'est-ce qu'il prévoit? Eh bien, il impose aux propriétaires, mais aussi aux locataires des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés, de réduire leur consommation énergétique de moins 40% à l'horizon 2030, moins 50% à 2040 et moins 60% à l'horizon 2050. Donc ce sont des objectifs ambitieux qui sont calculés sur la base d'une valeur relative, plus précisément sur la base d'une année de référence qui est comprise entre 2010 et 2019. Alors pour faire simple, cette année de référence, elle correspond tout simplement à l'année durant laquelle, entre 2010 et 2019, le bâtiment a connu sa consommation énergétique la plus élevée pour que les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2030, 2040 et 2050 soient les plus facilement atteignables. Alors, cela vaut bien évidemment pour des bâtiments qui sont plutôt anciens, sur lesquels il y a des belles marges de manœuvre en termes d'optimisation des consommations énergétiques. Pour ce qui est des bâtiments récents, modernes, neufs, le décret tertiaire prévoit un autre type d'objectif, qui est cette fois-ci non pas un objectif basé sur une année de référence, mais un objectif qu'on appelle en valeur absolue. Et donc, ce qui est prévu par ce décret tertiaire, c'est tout simplement d'avoir des consommations théoriques par typologie de bâtiment. Ces consommations théoriques sont modulées par ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage qui permettent de fixer des objectifs, là aussi, de réduction des consommations sur la base de cette valeur absolue. Un point important à noter concernant ce décret tertiaire, il va concerner aussi bien les propriétaires donc de ces bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés que les locataires. Et donc, il ne prévoit pas une répartition des responsabilités entre ces deux acteurs. Et donc, il convient de se mettre autour d'une table, de discuter entre donc propriétaires et preneurs à bail de façon à clairement expliquer les responsabilités, les démarches que devront entreprendre donc les propriétaires et les locataires. Nathalie, il me semble qu'il y a une question. Pardon, oui, tout à fait. Alors, première question, est-ce que les valeurs absolues pour le commerce sont déjà publiées? Alors, aujourd'hui, donc, il y a divers valeurs absolues qui ont été publiées. Donc, les valeurs absolues 1 donc, ont été publiées donc, il y a un petit moment maintenant, prévoit donc les valeurs absolues pour les bâtiments de bureaux, de services publics, les bâtiments d'enseignement et également les bâtiments à usage logistique, plus précisément logistique du froid.
En ce qui concerne les commerces, les commerces rentrent dans la valeur absolue 3. Et donc, il y a eu donc des valeurs absolues qui sont sorties donc pour les commerces, l'hôtellerie, la location touristique, la restauration et les centres de données. Voilà. J'espère que ça a répondu donc à cette interrogation. La valeur absolue 3, alors la valeur absolue 3, pardon, on attend encore sa publication. La valeur absolue 2 est sortie en avril 2022 et donc c'est dans la valeur absolue 3 que vous retrouverez les valeurs absolues des commerces. Pas d'autres questions, Nathalie? Pas pour l'instant. On peut poursuivre, merci. Alors, le dispositif éco-énergie tertiaire, donc ce décret tertiaire, qu'est-ce qu'il dit pour entrer un petit peu plus dans les détails? Donc, j'ai évoqué le fait qu'il concernait les bâtiments à usage tertiaire avec des superficies donc de plus de 1000 m². Alors, il se trouve que dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, on va pas forcément donc voir l'assujettissement au décret tertiaire au niveau d'un bâtiment, mais plutôt au niveau d'un groupe de bâtiments qui ferait partie de ce qu'on appelle la même unité foncière. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un groupe scolaire, qui est un exemple assez facile à appréhender, dans un groupe scolaire, on va retrouver bien sûr une école, on va retrouver une cantine, potentiellement des bâtiments annexes, et donc c'est bien à l'échelle du groupe scolaire que l'on va voir si ce groupe de bâtiments dépasse ou pas la superficie de 1000 m². Il arrive également que dans un groupe de bâtiments, on ait plusieurs activités, des activités industrielles, des activités tertiaires. Dans ce cas-là, on va bien s'attacher à voir si la partie activité tertiaire, la partie tertiaire dépasse bien ces 1000 m². Si tel est le cas, dans ce cas-là, on est bien face à un cas d'assujettissement au décret tertiaire. Alors, sont concernés finalement une très vaste typologie de bâtiments puisque les usages tertiaires concernent les bâtiments de bureaux, les commerces, les hôtels, les monuments historiques également n'échappent pas donc à ce décret tertiaire. Toutefois, nous le verrons par la suite, il y a certains cas, disons, de modulation des objectifs du décret tertiaire, ce qui permet finalement de revoir à la baisse ces objectifs, voire d'exenter certains bâtiments de ces objectifs de réduction de consommation énergétique. Alors ici, on a voulu rappeler les échéances majeures de ce décret tertiaire. Alors la première échéance majeure, elle était plutôt donc l'année dernière, en 2022, où il a fallu réaliser les premières démarches sur ce qu'on appelle la plateforme Opérate. La plateforme Opérate, c'est un peu l'outil incontournable de ce décret tertiaire, donc qui est une plateforme de l'ADEME sur laquelle, en 2022, il fallait indiquer donc les bâtiments assujettis à ce décret tertiaire, ce qu'on appelle les entités fonctionnelles assujetties. Une fois qu'on avait déclaré ces entités fonctionnelles assujetties, il fallait également remplir donc les années de consommation entre 2010 et 2019 pour les bâtiments qui le permettaient. Et parmi ces années de consommation entre 2010 et 2019, il fallait donc choisir cette fameuse année de référence qui était l'année durant laquelle le bâtiment avait été le plus consommateur entre 2010 et 2019. Donc, l'année 2023 a été également une année dans laquelle il y avait une échéance importante. Il s'agissait donc de remplir cette plateforme Opérate avec les consommations de l'année précédente, donc de l'année 2022. Le but étant donc d'alimenter chaque année la plateforme Opérate de façon à vérifier si la trajectoire d'un bâtiment assujetti est bien en adéquation avec les objectifs de réduction de consommation énergétique qui sont fixés par cette plateforme Opérate. Donc en 2023, vous avez probablement, donc pour certains d'entre vous, renseigné les consommations de 2022 et vous pouvez voir donc l'évolution entre vos consommations 2021 et vos consommations 2022 à l'échelle d'une entité fonctionnelle assujettie et vous pouvez voir si vous êtes dans le bon trend, dans le bon tempo par rapport aux objectifs de réduction des consommations énergétiques qui sont fixés à 2030, 2040 et 2050.
Une autre échéance très importante également de ce décret tertiaire, c'est donc le dossier technique de modulation. On va y revenir par la suite. Ce dossier technique de modulation, c'est le sésame, le dossier indispensable pour pouvoir réduire les objectifs de consommation énergétique, pour pouvoir justifier d'une modulation pour différents paramètres, nous y reviendrons. Et donc, ce dossier de technique de modulation, il sera déposé avant le 30 septembre 2027. Et donc, il conviendra de réaliser certaines démarches justement relatives à ce dossier technique avant 2027. Alors, Robin, on a une Oui, question. oui. À quand le calcul des objectifs relatifs absolus sur Opérat? Alors, les calculs donc, en termes d'objectifs en valeur absolue donc, sont aujourd'hui possibles. Vous pouvez les calculer, mais uniquement sur les bâtiments sur lesquels il y a d'ores et déjà des valeurs absolues qui ont été donc, publiées. Donc, je l'ai évoqué, ce sera plutôt sur les bâtiments de bureaux, sur les bâtiments d'enseignement et les bâtiments de logistique du froid. Sachant qu'il y a désormais également des sous-catégories en termes de bâtiments de bureaux, open space, etc. Vous avez également les bâtiments d'accueil de la petite enfance et de l'enseignement supérieur qui désormais ont des valeurs absolues. Pour ce qui est des autres bâtiments, malheureusement, il faudra attendre pour pouvoir calculer ces objectifs en valeur absolue. Alors, on a une deuxième question. On devait recevoir une note énergétique de bâtiment en 2023 suite à la saisie des consommations. Qu'en est-il? Alors oui, en effet, donc cette fameuse note éco-énergie tertiaire qui est également centrale dans ce décret tertiaire, malheureusement, on ne l'a pas encore. Elle n'est pas publiée par l'ADEME. Et donc, eh bien, nous sommes comme vous et nous l'attendons, cette note éco-énergie tertiaire, et on espère qu'elle verra le jour dès l'année 2024. Pour clarifier un peu les quelques questions, et c'est plus une remarque d'ordre général, en fait, 2022 et 2023 étaient vraiment considérés, disons, comme des années d'ajustement par rapport à ce décret tertiaire. Donc il y a eu une certaine tolérance de la part de l'ADEME pour les acteurs qui avaient des bâtiments assujettis et qui n'auraient pas fait leur démarche au 31 décembre 2022, par exemple. 2023 était une année de tolérance. En 2024, on a bon espoir que les choses se mettent beaucoup plus en place, qu'on ait cette note éco-énergie tertiaire, par exemple, qu'on ait les dernières valeurs absolues publiées et que l'ADEME également commence à envoyer des messages d'alerte, disons, pour les propriétaires ou les locataires de bâtiments assujettis qui n'auraient pas réalisé leur renseignement sur la plateforme Opérat. Alors la plateforme Opérat, donc je l'ai déjà évoqué, c'est un outil incontournable du décret tertiaire. Elle a pour but, donc on l'a déjà dit, de renseigner donc toutes les entités fonctionnelles assujetties, en d'autres termes les bâtiments assujettis au décret tertiaire. Elle permet à terme également de vérifier si on est dans le bon trend par rapport aux objectifs réglementaires de 2030, 2040 et 2050. Et puis, in fine, un des objectifs également de cette plateforme Opérat, finalement, c'est de vous donner de la visibilité par rapport à d'autres bâtiments qui auraient la même typologie que vos bâtiments pour pouvoir se comparer, benchmarker avec une moyenne en France sur telle ou autre typologie de bâtiment. Et donc, ce sera intéressant de faire cet exercice à terme. Malheureusement, on n'a pas encore ces informations à disposition sur la plateforme. Donc, la note éco-énergie tertiaire, on l'a évoqué. Donc, elle prendra la forme finalement d'une sorte de certificat, si vous voulez, qui notera en fait votre bâtiment à usage tertiaire, qui donc lui associera une note au même titre que ce qu'on peut retrouver par exemple sur les diagnostics de performance énergétique. On est tous sensibilisés à la question en tant que particulier. On sait que les appartements qui ont des mauvaises notes, qui sont par exemple G ou F, eh bien ne sont plus louables. Et au même titre que les appartements avec des mauvais DPE, eh bien en fait
un bâtiment avec une mauvaise note éco-énergie tertiaire, malheureusement, va venir dégrader la valeur d'un actif immobilier. Et c'est finalement la principale sanction, le principal impact pour ces bâtiments assujettis, cette notation éco-énergie tertiaire. Alors, Robin, on a une Donc, question oui. sur l'assujettissement. Donc, un espace commercial de 6 cellules de 300 mètres carrés, donc soit au total 1800 mètres carrés, est-il concerné malgré différents locataires? Très bonne question. Alors, c'est une bonne question qui revient assez souvent. Si ce local, donc si ces différents locaux sont annexes, c'est-à-dire sont basés sur la même unité foncière, eh bien oui, en effet, ces locaux sont bien assujettis au décret tertiaire, puisqu'ils doivent être imaginés, enfin, ils doivent être pris en compte dans leur globalité, et donc cette superficie donc de 1800 mètres carrés excède les 1000 mètres carrés, et donc il y a bien assujettissement. Alors, quelles sont finalement les sanctions, puisque c'est intéressant d'avoir mis en place cette réglementation. Concrètement, quels peuvent être les impacts pour les propriétaires et les locataires qui sont concernés par ce décret? Eh bien, premièrement, il y a ce qu'on appelle le name and shame. Alors, le name and shame, ça consiste tout simplement à publier une liste de tous les mauvais élèves qui n'auraient pas réalisé leur démarche sur la plateforme Opérate et qui n'auraient pas joué le jeu de ce décret tertiaire. Il peut y avoir des conséquences, hein, bien sûr, de ce name and shame pour, par exemple, des entreprises qui seraient vraiment spécialisées dans le domaine immobilier, des foncières, par exemple. Eh bien, il y a un vrai risque réputationnel pour ces entreprises-là de faire partie de cette liste de name and shame. La deuxième sanction, elle est tout simplement financière. Ça consiste à donc infliger des amendes tout simplement aux locataires ou aux propriétaires qui n'auraient pas réalisé ces démarches relatives au décret tertiaire. Et enfin, on l'a évoqué, le troisième volet de ces sanctions, eh bien, c'est tout simplement la notation éco-énergie tertiaire, puisque les locataires et les propriétaires qui n'auraient pas réaliser ces démarches, eh bien, verront leur bâtiment tout simplement dévalorisé, puisque la notation éco-énergie tertiaire de ces bâtiments sera extrêmement mauvaise. Et donc, dans une logique de cession, donc de vente de ces bâtiments, eh bien, ça viendra dévaloriser les actifs immobiliers, ce qui est forcément dommage. Ceci étant dit, donc nous avons posé les bases de ce décret tertiaire. On a désormais les fondements bien en tête. Et bien désormais, comment est-ce que l'on passe à l'action? Comment est-ce qu'on établit une stratégie dans les prochaines années qui va permettre d'atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire? Eh bien, cette stratégie décret tertiaire, en fait, elle peut être, elle peut se résumer à cet entonnoir que vous avez face à vous. Finalement, on est face à une situation où on va avoir un parc de bâtiments qui va être assujetti à ce décret tertiaire. Reste à savoir au sein de ce parc, eh bien, quels sont les bâtiments qui sont aujourd'hui dans le bon tempo pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030 et ceux qui sont au contraire plutôt à la traîne. Alors, la bonne démarche et l'étape incontournable à mettre en place, eh bien, c'est un diagnostic, un état des lieux finalement des bâtiments qui sont plus ou moins énergivores. Donc, on va commencer d'abord à analyser l'ensemble des bâtiments assujettis. On va identifier parmi ces bâtiments assujettis les bâtiments qui sont les plus énergivores. Et c'est sur ces bâtiments énergivores qu'on va focaliser ces efforts et qu'on va ensuite réaliser des études énergétiques vraiment axées bâtiment par bâtiment. Pour information, pour réaliser cet état des lieux, il convient d'analyser un certain nombre de paramètres, d'indicateurs. Les indicateurs incontournables à analyser, c'est bien sûr la consommation brute d'un bâtiment assujetti, puisque cette consommation brute, elle va déterminer également la dépense énergétique associée à ce bâtiment. Le deuxième indicateur incontournable, ça va être la consommation au mètre carré, la consommation surfacique. C'est ce critère qui va déterminer si un bâtiment est considéré comme une passoire énergétique ou pas.
Et enfin, le troisième critère, bien évidemment, dans l'optique de ce décret tertiaire, eh bien, c'est de voir si le tempo par rapport à cette année de référence qu'on a identifiée, eh bien, est-ce que la trajectoire énergétique d'un bâtiment est en conformité avec les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2030, 2040 et 2050. Une fois qu'on a fait donc ce travail d'analyse de ces trois indicateurs indispensables, eh bien, on va focaliser ses efforts sur les bâtiments qui sont les plus énergivores, ceux qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est possible plus facilement d'aller chercher des gains énergétiques sur ces bâtiments-là, puisque en fait, ils sont plus, disons, faciles à optimiser. On va aller chercher plus facilement des gains. Et donc derrière, ces gains énergétiques vont potentiellement pouvoir profiter à l'ensemble de vos bâtiments, puisque un principe fondamental, central de ce décret tertiaire, c'est ce qu'on appelle la mutualisation des gains énergétiques. Et je vais y revenir par la suite. Alors une fois qu'on a mis le curseur vraiment sur ces bâtiments-là, en fait, mettre le curseur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réaliser des études énergétiques, des audits énergétiques sur les bâtiments qui sont les plus prioritaires. On va, grâce à ces audits énergétiques, dresser une liste d'actions de performance énergétique qu'on va pouvoir mener plus ou moins facilement donc sur ces bâtiments. Et derrière, on va passer à l'action, on va mettre en œuvre les préconisations qui ont été rédigées dans le cadre de ces audits énergétiques. Et le but du jeu, c'est d'avoir finalement une feuille de route claire, chiffrée, avec à chaque fois un coût, un gain énergétique, un gain financier, et ça va permettre donc de mettre en place ces actions de performance énergétique au fil de l'eau pour atteindre les objectifs à 2030, ensuite à moyen terme à 2040 et à plus long terme à 2050. L'idée également, c'est de passer à l'action dès 2024, faire ces audits énergétiques dès 2024 pour se donner le temps d'agir, pour éviter d'être dans l'urgence et pour éviter tout simplement d'avoir, juste avant l'échéance de 2030, une espèce de panique de beaucoup d'acteurs qui seront assujettis à ce décret tertiaire, ce qui pourrait engendrer donc une flambée des coûts des travaux de rénovation énergétique sur ce marché. Donc, une fois qu'on a mis en œuvre ces préconisations qui découlent des audits énergétiques, eh bien, le but, c'est de suivre les gains énergétiques à travers une plateforme de suivi énergétique qui va nous permettre, là aussi, d'y voir clair sur la trajectoire en termes de réduction des consommations et voir si les bâtiments sont bien dans le bon tempo, encore une fois, par rapport à ces objectifs du décret tertiaire. Voilà pour ce qui est de cette méthodologie en entonnoir. Donc ce premier état des lieux, cette première étape que j'ai évoquée, qui consiste à analyser un certain nombre d'indicateurs, eh bien cette première étape, elle va être extrêmement facilitée par le déploiement d'une plateforme digitale de suivi des consommations énergétiques. Ce déploiement de la plateforme de suivi énergétique, en fait, va vous permettre, premièrement, de consolider toutes les consommations énergétiques d'un bâtiment assujetti au décret tertiaire au même endroit et donc va vous permettre d'avoir vraiment un profil énergétique complet du bâtiment qui est assujetti. Au sein du parc qui est assujetti, cette plateforme de suivi énergétique qui va permettre donc de consolider toutes les données énergétiques du parc va vous permettre dès le premier coup d'œil d'identifier les bâtiments qui sont les plus énergivores et donc les bâtiments sur lesquels derrière il va falloir focaliser ses efforts et réaliser des audits énergétiques. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve. Alors là, vous voyez des captures d'écran donc de la plateforme de suivi énergétique qui s'appelle Datamark, qui a été conçue par Sobre Energy et qui permet là aussi de façon très visuelle, très simple, d'identifier les bâtiments les plus énergivores, de voir où est-ce qu'on se situe en termes de trajectoire énergétique par rapport à l'année passée, bien évidemment, mais aussi par rapport à l'année de référence qui a été fixée qui a été renseigné dans la plateforme Operate et qui est un point de départ dans votre stratégie décret tertiaire. Alors ici, donc, vous voyez quelques visuels là aussi de notre plateforme de suivi énergétique, Datamark, qui permet là aussi d'identifier donc dès le premier coup d'œil où sont les bâtiments les plus en décalage d'un point de vue consommation énergétique, notamment grâce à ce nuage de points que vous voyez à gauche qui permet donc de voir
où sont les bâtiments avec la consommation surfacique la plus élevée, où sont les bâtiments avec la consommation brute la plus élevée également. Et donc, en fonction de ces deux indicateurs clés, eh bien, choisir les bâtiments sur lesquels, encore une fois, on va passer à l'action et on va réaliser des études énergétiques complètes qui vont permettre derrière d'optimiser le profil énergétique de ces bâtiments qui sont énergivores. C'est du gagnant-gagnant, bien évidemment, parce que vous l'avez compris, en passant à l'action, en faisant des audits énergétiques, vous allez pouvoir vous conformer au décret tertiaire à l'horizon 2030, 2040, 2050, mais surtout, à court terme, vous allez également pouvoir réduire vos consommations énergétiques. Et ça, c'est pas neutre, notamment à l'approche notamment dans cette période de chauffe qui peut s'avérer particulièrement coûteuse pour certaines collectivités et certaines entreprises. Alors, vous voyez ici donc un petit, disons, résumé d'un rapport d'audit énergétique qui a été réalisé ici sur une école. Vous voyez qu'on va retrouver un certain nombre d'actions de performance énergétique. Alors, on ne parle pas d'actions de rénovation énergétique uniquement, puisqu'en fait, les actions de performance énergétique peuvent soit concerner le remplacement d'équipements qui sont particulièrement énergivores. Donc là, on ne va pas toucher forcément à l'enveloppe bâtimentaire dans un premier temps. On va plutôt remplacer, par exemple, des chaudières au fioul par des pompes à chaleur, typiquement. On va proposer la mise en place notamment de systèmes de contrôle comme par exemple les gestions techniques des bâtiments, les GTB. Et là, ça devient également intéressant puisque vous savez qu'il y a une autre réglementation, un décret qui s'appelle le décret BACS, qui impose également donc, dans les bâtiments dont les systèmes CVC dépassent une puissance nominale de 70 kWh, impose donc sur ces bâtiments-là la mise en place d'un système GTB entre donc 2023 et 2024, entre 2024 pardon et début 2025. Et donc ça veut dire que ici cet audit énergétique, il vous sert à la fois dans l'optique de se conformer aux objectifs du décret tertiaire, mais aussi dans l'objectif de se conformer à ce décret BACS. Donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez donc que les actions de performance énergétique préconisées dans le cadre d'un audit sont décomposées en plusieurs scénarios. Le scénario 1, où on va retrouver les actions avec un retour sur investissement très court, donc à moins de 4 ans, où là on va avoir voilà, des actions incontournables comme le remplacement de robinets thermostatiques, l'installation d'une GTB, le désemboueur et également des réseaux hydrauliques. Donc, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, qui ne sont pas onéreuses, qui vous permettent d'avoir un gain énergétique rapide et qui vous permettent de réduire vos dépenses énergétiques rapidement. Le scénario 2, il va concerner des actions de performance avec un retour sur investissement à moyen terme, toujours inférieur à 10 ans. Donc voilà, avec des retours sur investissement qui restent quand même intéressants, avec la mise en place notamment donc d'une PAC. Voilà, des actions également d'isolation. Donc là, donc on sera dans un scénario 2 à moyen terme. Et enfin, le scénario 3, où là, on va avoir des actions qui vont cette fois-ci plutôt impacter l'enveloppe bâtimentaire, donc des actions avec des retours sur investissement un petit peu plus longs, mais qui vont permettre à terme d'atteindre les objectifs du décret tertiaire à l'horizon 2050, donc d'atteindre potentiellement les moins 60% par rapport à votre année de référence, et avec donc des actions telles que l'isolation par l'extérieur et potentiellement même évidemment la mise en place d'énergies renouvelables, des ENR comme les panneaux photovoltaïques, qui sont aussi des leviers clés pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Alors, Robin, je t'interromps puisque nous avons une question. Bien sûr. La question étant, lorsqu'une grande partie d'un local n'est pas chauffée, comment déclare-t-on les consommations? Exemple, 120 mètres carrés de bureaux chauffés plus 900 mètres carrés de hangars de stockage. Alors, déjà, il est important, alors si c'est un entrepôt de stockage, il est important de savoir si cet entrepôt de stockage est bien un clos couvert, hein, est bien fermé de toutes parts. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on ne sera pas forcément dans un cas d'assujettissement. Si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas inventer des consommations énergétiques à cette partie-là de bâtiment qui sera assujetti.
on va tout simplement déclarer les consommations réelles de ces bâtiments. Je ne sais pas si ça répond à la question, si j'ai bien saisi cette problématique. Alors, j'attends le commentaire. Une autre question, alors on y a déjà répondu, mais peut-être que la personne n'était pas connectée. C'était le quid d'une échéance pour la communication des valeurs absolues pour sur le périmètre du commerce. Alors, comme indiqué précédemment, donc les valeurs absolues commerce, donc ce sera plutôt sur la valeur absolue, sur l'arrêté valeur absolue 3, et donc on y verra plus clair très très rapidement sur cette valeur absolue commerce, au même titre que d'autres typologies de bâtiments. Merci, on peut Euh, poursuivre. La réponse était ouais, parfaite. Merci. super. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir que donc sur ce rapport d'audit énergétique, qui est très représentatif des rapports d'audit énergétique qu'on peut émettre chez Sobre Énergie, eh bien, ces actions de performance énergétique vont être décomposées en scénario 1, scénario 2, scénario 3. Vous voyez que est associé à chacun des scénarios euh, un gain énergétique. Donc, sur le scénario 1, on sera à moins 24%. Donc, on voit que ce scénario 1, qui consiste concrètement à passer à l'action très rapidement, à réduire très rapidement les dépenses énergétiques, ce scénario 1, il va permettre de parcourir une partie du chemin pour atteindre les objectifs de 2030 à moins 40%, mais il ne va pas être suffisant. Donc, il va falloir passer donc au second scénario, mettre en œuvre les actions de performance énergétique du second scénario pour se conformer à ce décret tertiaire. Et donc, l'intérêt du scénario 2, vous le voyez ici, c'est que il permet d'atteindre même les objectifs à l'horizon 2050. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et après, on a un scénario 3, pardon, qui sera vraiment le scénario, disons, optimal, où on va vraiment optimiser un maximum le profil énergétique de ce bâtiment. Par la même occasion, on va valoriser, bien sûr, on va le valoriser cet actif immobilier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en allant mettre en place les actions de performance énergétique du scénario 3, finalement, on peut même rentrer dans une optique d'avoir un bâtiment qui a un label qu'on appelle BBC, bâtiment basse consommation. Et donc là, on sera vraiment dans un bâtiment qui sera très vertueux en mettant en œuvre toutes ces actions. Il y a un autre intérêt de l'audit énergétique que je n'ai pas évoqué précédemment. Donc, on l'a vu, cet audit énergétique, ça permet d'avoir une feuille de route claire pour mettre en œuvre des actions de performance énergétique qui vont permettre de réduire les dépenses énergétiques à court terme, d'atteindre les objectifs du décret tertiaire à court, moyen, long terme. Mais l'autre intérêt également de cet audit énergétique qu'on est capable de réaliser donc, chez Sobre Énergie, eh bien, c'est que ça va permettre donc de dresser une liste d'actions qui pourront être subventionnées. Alors, certaines actions qu'on va préconiser dans nos audits énergétiques vont permettre de générer ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Ces certificats d'économie d'énergie, donc on va vous les estimer, on va estimer la valorisation des certificats d'économie d'énergie dans nos audits, dans nos rapports. Et donc, ce qu'on va faire pour ces actions-là, c'est qu'on va vous mettre le coût de l'action, le gain énergétique, le gain financier, la valeur du certificat d'économie d'énergie associé. Et derrière, ce certificat va permettre de baisser le temps de retour sur investissement. Donc, ça va être intéressant. Et là où on est capable de vous proposer une solution clé en main chez Sobre Énergie, c'est que nous avons une filiale sœur du groupe La Poste qui s'appelle Économie d'énergie, qui est capable de vous valoriser vos certificats d'économie d'énergie à la suite d'un audit énergétique réalisé par Sobre Énergie. Et donc l'intérêt de cela, c'est qu'en plus, c'est neutre pour vous. Notamment les collectivités, vous pouvez avoir cette valorisation de certificats d'économie d'énergie sans surcoût, puisque la filiale économie d'énergie va se rémunérer auprès de ce qu'on appelle les obligés, qui sont des grosses entreprises telles que Total Energy, telles que Engie, qui ont l'obligation légale d'acheter les certificats d'économie d'énergie de collectivités qui mettent en œuvre des actions de performance énergétique. Donc, c'est une solution clé en main que vous propose Sobre Énergie en partenariat avec Économie d'énergie.
L'autre intérêt également de ces audits, c'est que ces audits vont permettre donc d'identifier également les actions qui pourraient faire l'objet de programmes de subvention. C'est-à-dire que certains programmes de subvention, tels que le Fonds vert par exemple, vont être conditionnés par la preuve que les actions de performance énergétique que vous souhaitez subventionner vont vous permettre d'atteindre un certain seuil de réduction énergétique, de réduction de vos consommations énergétiques. Donc sur le Fonds vert par exemple, on va vous demander d'atteindre un certain pourcentage de réduction des consommations énergétiques. Ce sera moins 50%, ce sera moins 70% suivant les programmes de subvention. Et donc, comment prouver que vous allez bien atteindre ces réductions de consommation énergétique? Eh bien, c'est à travers cet audit énergétique. L'autre intérêt, enfin, j'y viens, c'est de ces audits énergétiques, c'est tout simplement d'avoir aussi accès à des financements bonifiés. Je pense par exemple à des fonds, enfin des financements proposés par la Banque Postale, comme les prêts verts. Je pense également à le financement par Intracting de la Banque des Territoires, qui permet de financer, de façon très bonifiée des actions avec des retours sur investissement à moins de 13 ans. Eh bien, tout ça, vous allez pouvoir identifier ces actions-là grâce aux audits énergétiques que vous aurez réalisés en amont. Enfin, on a également pour les collectivités qui nous suivent un programme d'accompagnement à l'obtention de subventions qui est très intéressant, qui s'appelle le programme Subzen. Dans le programme Subzen, vous avez des experts en subvention qui vont faire la recherche de subventions pour vous, qui vont monter des dossiers administratifs pour vous et qui vont se servir notamment des rapports d'audit qu'on aurait réalisés sur vos bâtiments pour aller chercher plus facilement justement des subventions à l'échelle locale, à l'échelle nationale, mais aussi européenne. Alors, Robin, j'ai une petite question. Oui. Où pouvons-nous trouver la valeur de notre immeuble afin de la comparer à la valeur absolue? Alors, vous voulez dire donc comment, j'imagine que vous parlez de la consommation énergétique de votre bâtiment pour la comparer éventuellement avec la consommation énergétique de bâtiments de la même typologie. Mais si on Euh, peut avoir, monsieur, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de précision? Oui, voilà, bah c'est ça. Tu as très bien résumé. alors, in fine, donc je l'ai évoqué, la plateforme Opérate permettra de faire ces comparaisons-là entre la même typologie de bâtiments. Ce sera intéressant puisqu'il y aura un vrai benchmark hein, avec beaucoup de bâtiments. Aujourd'hui, malheureusement, la plateforme Opérate ne le permet pas. En revanche, en faisant appel à des entreprises spécialisées dans la sobriété énergétique comme Sobre Énergie, l'intérêt justement, c'est que vous avez la possibilité de comparer votre consommation énergétique avec la consommation énergétique de bâtiments de la même typologie, puisque aujourd'hui, Sobre Énergie est intervenu sur une très vaste sélection de bâtiments. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire pour vous. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, bien sûr, d'en reparler ultérieurement et de voir un peu comment se situe votre bâtiment par rapport à la consommation énergétique de la même typologie. Alors, je passe à la modulation des objectifs. Modulation donc, qui est conditionnée par bien sûr une justification. Donc, on a vu que le premier objectif, c'était moins 40% à l'horizon 2030. Alors, potentiellement, sur certains bâtiments, ce qu'on va identifier, c'est qu'il y aura des contraintes techniques particulières, c'est-à-dire que l'on ne pourra pas, par exemple, réaliser de l'isolation par l'extérieur, tout simplement, parce que le bâtiment ne le permet pas, parce qu'on a des contraintes architecturales qui font que ce ne sera pas possible. Et donc ça, on pourra le voir bien évidemment encore une fois à travers un audit énergétique. C'est également un des intérêts de l'audit énergétique. Pour certains bâtiments qui sont classés, eh bien, on aura aussi des contraintes architecturales différentes, c'est-à-dire que pour des raisons de patrimoine, de respect
de cette architecture, on ne pourra pas non plus mettre en œuvre n'importe quelle action de performance énergétique sur ces bâtiments. Et enfin, un élément qui est très intéressant et que là aussi on va pouvoir déterminer uniquement à travers un audit énergétique, eh bien c'est tout simplement le fait que certaines actions de performance énergétique auront un retour sur investissement particulièrement élevé. Si on se rend compte que sur des travaux de rénovation sur votre enveloppe de bâtiment, on aura un ROI, un retour sur investissement à plus de 30 ans, eh bien, dans ce cas-là, c'est un motif suffisant pour faire de la modulation. Au même titre qu'un ROI de plus de 15 ans sur le remplacement d'équipements énergétiques. Et enfin, c'est la même chose sur les systèmes d'optimisation. Donc, typiquement, la mise en place de GTB, par exemple, qui aurait un ROI de plus de 6 ans, eh bien, là aussi, c'est un motif suffisant pour demander une modulation de ces objectifs dans le cadre du décret tertiaire. Et là aussi, quoi de mieux qu'un audit énergétique, évidemment, pour se rendre compte de ces différents ROI et voir s'ils dépassent ou pas ces seuils. Alors, le dossier technique, donc, je l'ai dit, donc, pour réaliser cette modulation, idéalement, il faut faire un audit énergétique. Cet audit énergétique, il va permettre derrière donc, de clarifier les notes de calcul de ROI. Il va permettre de faire une étude technique également de votre bâtiment. Et le but du jeu, c'est de, si vous voulez, faire de ce rapport ce qu'on appelle un dossier technique de modulation. Il arrive qu'on ait besoin également de l'intervention d'un architecte, typiquement sur des bâtiments sensibles, comme par exemple des bâtiments historiques. Et là, donc l'intervention d'un architecte sera nécessaire pour là aussi venir enrichir ce dossier technique de modulation et avoir donc une remise, une revue à la baisse de ces objectifs de réduction des consommations énergétiques. La première date butoir, je le répète, c'est le 30 septembre 2027 qui sera donc une première échéance pour remettre ces dossiers techniques de modulation. Donc c'est le moment en fait de faire des audits techniques pour mettre en place des actions, mais aussi in fine pour avoir des dossiers techniques de modulation clés en main pour cette échéance de 2027. Piloter sa stratégie, donc sur cette partie-là, donc ça va être assez rapide. Hein. Une fois qu'on a réalisé ces audits énergétiques, une fois qu'on a une feuille de route claire, on va passer à l'action. Alors déjà, quand on a ces audits énergétiques, pardon, on aura la feuille de route. La feuille de route va nous permettre aussi d'aller chercher des subventions, des financements, et c'est là qu'on va passer à l'action et qu'on va pouvoir mettre en œuvre les actions de performance énergétique. Et derrière, le but, eh bien, c'est tout simplement de suivre les gains énergétiques qu'on aura réussi à générer grâce à ces actions de performance énergétique qu'on a mis en œuvre. Et donc là aussi, finalement, la boucle est bouclée puisque pour suivre cette trajectoire énergétique, pour suivre ces gains énergétiques, il faudra là aussi utiliser une plateforme de suivi énergétique, celle-là même qui nous avait aidé lors de la première étape à réaliser un état des lieux des bâtiments les plus énergivores. Robin, on a une petite question sur l'audit énergétique. Donc, de quelle année doit dater l'audit énergétique pour le dossier de modulation? Est-ce que des audits de 2016-2022 seraient obsolètes? Alors 2016-2022, en effet, on sera sur des audits qui seront voilà, clairement assez anciens. Ce qui est un peu dommage dans le fait aussi d'utiliser des audits de 2016, c'est que finalement, alors il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a tout simplement des solutions techniques hein, qui ont évolué. Donc on va pas forcément avoir les dernières actions de performance énergétique possibles à disposition. La deuxième chose qui est dommage aussi dans le fait d'avoir des audits énergétiques qui datent autant, c'est qu'il y a aussi les certificats d'économie d'énergie qui finalement évoluent, qui sont actualisés chaque année. Et donc, ça veut dire que concrètement, vous allez avoir potentiellement des actions de performance énergétique qui pourraient être dotées de subventions, de certificats d'économie d'énergie, mais vous n'allez pas en profiter forcément parce qu'à l'époque, on n'avait pas identifié ces certificats d'économie d'énergie. Donc, ce que je conseillerais, disons, à une entreprise ou à une collectivité qui aurait des audits aussi anciens, c'est à minima de réactualiser, de faire une mise à jour de ces audits énergétiques, ce qui va permettre derrière d'avoir une feuille de route plus étoffée, plus complète. Et ça va permettre également en termes de projection à la fois énergétique et de projection financière, d'avoir aussi des hypothèses qui sont beaucoup plus fiables
est beaucoup plus représentatif de la réalité, puisque vous savez que depuis 2016, le coût de l'énergie a également énormément évolué, et donc il convient de mettre à jour à minima les scénarios pour avoir quelque chose de plus cohérent et plus fiable. Alors, comment on suit ces différents gains énergétiques que j'ai évoqués? Eh bien, c'est à travers donc cette plateforme de suivi énergétique. Là, vous voyez quelque chose qui est très intéressant également, c'est que quand on a réalisé des audits, finalement, on se retrouve très souvent avec des rapports d'audit énergétique qui sont silotés bâtiment par bâtiment qui aurait été audité. Là, l'intérêt de cette plateforme de suivi énergétique qui est Datamark, c'est que nous avons également mis au point une digitalisation des rapports d'audit énergétique que vous allez retrouver dans votre espace Datamark. L'intérêt de la digitalisation de ces rapports d'audit, c'est que vous allez retrouver l'ensemble des actions de performance énergétique qui ont été préconisées à l'issue des audits énergétiques, et ces actions de performance énergétique vont être vues, consolidées à l'échelle du parc qui aura été audité. Donc, si vous auditez une dizaine de bâtiments, vous allez retrouver toutes les actions de performance énergétique préconisées sur vos 10 bâtiments, ce qui permet derrière d'avoir un plan pluriannuel d'investissement clé en main, où vous allez d'abord mettre en œuvre les actions avec des ROI rapides, et vous allez ensuite mettre en œuvre les actions à ROI moyen et long terme via notamment des subventions ou des options de financement bonifiées. Donc, c'est particulièrement intéressant d'avoir cette digitalisation des audits énergétiques qui va vous permettre d'avoir une feuille de route digitalisée suite à la réalisation de ces audits. L'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir massifier potentiellement l'obtention de certificats d'économie d'énergie, puisque, pour vous donner un exemple, vous allez certainement sur 10 bâtiments audités avoir plusieurs fois des actions d'isolation par l'extérieur qui vont être préconisées. Et donc, ces actions-là permettent de générer des C2E. Et ce qu'on va vous conseiller, eh bien, c'est de mettre en œuvre toute cette isolation par l'extérieur sur différents bâtiments en même temps, de massifier les aides C2E, et par la même occasion, éventuellement, d'avoir un meilleur prix auprès de vos prestataires qui vont réaliser ces actions en même temps. Alors, cette plateforme de suivi énergétique qui s'appelle Datamark, eh ben, va vous permettre également de faire quelque chose de particulièrement précieux, c'est de suivre donc vos trajectoires décrets tertiaires. Donc, vous voyez ici, là aussi, une capture de Datamark où vous voyez clairement sur un bâtiment assujetti l'objectif de 2030, de 2040, de 2050. Vous voyez là où en sont les consommations. Donc là, c'est un exemple intéressant puisque vous voyez que sur ce bâtiment-là en particulier, dès 2021, on a atteint déjà les objectifs de 2050. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des travaux de rénovation qui potentiellement ont été réalisés entre l'année de référence qui a été choisie et l'année 2021. Et ces actions, ces travaux ont porté leurs fruits puisqu'ils permettent de se conformer au décret tertiaire. On a quelques questions. Alors, une Oui. première question. Devons-nous avoir une année de référence par immeuble ou par EFA? Alors, les années de référence sont par EFA, par entité fonctionnelle assujettie. Donc, si vous avez un bâtiment qui fait partie d'une entité fonctionnelle assujettie, il va être important de bien consolider les consommations énergétiques de ce bâtiment avec les autres bâtiments qui font partie de la même entité fonctionnelle assujettie pour avoir une année de référence à l'échelle de l'EFA et des objectifs à l'échelle de l'EFA. Merci. Et une deuxième question. Nous avons sur certains immeubles plusieurs EFA et donc plusieurs années de référence sur un même immeuble. Alors, comment c'est possible? Alors, attends. Non, c'était juste un commentaire à la question précédente, pardon. Donc, deuxième question. Les consommations énergétiques sont liées aussi au volume d'activité. Comment intégrer cette donnée dans les objectifs? Donc là, on parle notamment d'ateliers de carrosserie avec cabine de peinture fonctionnant au gaz. C'est une question qui revient assez souvent. Alors, question en effet intéressante qui revient souvent. Alors, il se trouve que les ateliers de carrosserie avec une utilisation du gaz ne font pas partie donc des activités tertiaires. Donc, ce qu'il faudrait faire idéalement
dans un monde idéal, c'est mettre en place une solution de sous-comptage qui va vous permettre de tracer très clairement les consommations énergétiques qui sont directement reliées à votre activité de carrosserie. Ce qui va permettre d'extraire cette consommation des consommations énergétiques de votre bâtiment qui sera assujetti au décret tertiaire. Donc ça, c'est un monde idéal. Il y avait une autre question sous-jacente, je crois. Est-ce que, Nathalie, c'est possible de répéter juste la dernière question? Non, c'était comment intégrer cette donnée dans les objectifs. Voilà, c'était D'accord. la Ok. question. Voilà. Voilà. Donc malheureusement, si vous n'avez pas de sous-comptage, à défaut, il va falloir intégrer cette activité de carrosserie. Voilà, ça me revient en tête. Les activités donc, qui auraient tendance à croître ou à décroître, là aussi, pas de panique. Si vous avez un bâtiment dans lequel vous avez une activité qui a totalement explosé, et bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité aussi d'appliquer ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage qui vont venir moduler aussi vos objectifs. Le décret tertiaire a prévu ces cas de figure. Alors, Voilà. Robin, je suis Oui, aussi un tout petit peu la gardienne du temps. Normalement, on doit finir à oui, 10 heures, donc excusez-moi. peut-être qu'on peut accélérer et reprendre des questions sur la fin. Absolument. Donc je viens à un principe clé. C'est bien qu'on clôture ce webinaire sur ce principe-là. Un principe clé du décret tertiaire, c'est ce qu'on appelle la mutualisation des résultats. Donc, si vous avez plusieurs bâtiments assujettis au décret tertiaire, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, vous allez avoir des bâtiments sur lesquels ça va être plus facile de se conformer, d'autres où ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre les objectifs de réduction. Eh bien, pas de panique, puisque les gains énergétiques que vous allez réussir à générer sur un bâtiment qui est particulièrement énergivore, qui est particulièrement optimisable, vont pouvoir bénéficier donc à d'autres bâtiments sur lesquels vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs de réduction des consommations énergétiques. C'est pour ça qu'on revient vraiment à cette méthodologie en entonnoir, c'est qu'il faut concevoir cette stratégie vraiment à l'échelle du parc qui est assujetti et non pas bâtiment par bâtiment. Il faut avoir une vision macro de vos bâtiments qui sont assujettis pour derrière également faire de la mutualisation des résultats. Question que j'anticipe parce qu'elle revient souvent, sachez qu'il est possible de faire de la mutualisation des gains énergétiques pas uniquement au sein de la même structure juridique, pas uniquement au sein de la même collectivité. Il est possible également, à terme, de se mettre d'accord éventuellement avec d'autres acteurs qui auraient des bâtiments assujettis et qui pourraient vous permettre de faire du gain et vous faire des espèces de négoces finalement de gains énergétiques. Voilà, donc on a évoqué ces paramètres-là, donc dans la mutualisation, enfin dans l'atteinte des objectifs, bien sûr, il faut contrôler, calculer, et derrière, il faut répartir les gains énergétiques que vous allez réussir à générer parmi tous vos EFA. C'est le principe même de la mutualisation. Et bien, pour conclure, et je crois que il est 10 heures, donc j'ai quelques secondes. Pour conclure simplement, le mot d'ordre, c'est passez à l'action, agissez dès maintenant, offrez-vous le luxe d'avoir le temps d'atteindre vos objectifs à l'horizon 2030. Plus vous agissez rapidement, plus vous allez mettre en œuvre une stratégie qui va être cohérente, qui va être lissée dans le temps. Vous n'allez pas être dans l'urgence et derrière, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et réaliser des gains énergétiques qui vont être significatifs. C'est également très important de se doter des bons outils, d'être accompagné par des bureaux d'études qualifiés tels que Sobre Énergie, à la fois dans l'étape de diagnostic, d'état des lieux, d'audit énergétique derrière, et ensuite, bien évidemment, dans ce calcul, cette mesure des gains énergétiques que vous allez réussir à générer. Et donc, l'idée, eh bien, c'est d'avoir une approche qui est la plus méthodique possible. Encore une fois, dans cette logique d'entonnoir, avec le suivi des consommations, l'arbitrage qui est clé, les audits énergétiques. Pourquoi pas des dossiers techniques de modulation si vous avez la possibilité de le faire. Et enfin, mesurer, bien évidemment, vos gains énergétiques
et alimenter bien sûr la plateforme Opérate qui vous permettra également de mesurer tous ces gains et de vous assurer que vous êtes dans le bon tempo pour atteindre les objectifs de réduction à l'horizon 2030. Et bien voilà, 10h02, excusez-moi pour les 2 minutes que j'ai pris en plus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, Nathalie. On a une dernière question sur les indicateurs d'intensité d'usage. Quand est-ce qu'ils seront communiqués par l'ADEME? Alors, malheureusement, sur la typologie de bâtiments sur lesquels on n'a pas encore de valeur absolue, ce sera difficile d'avoir, enfin, on n'aura pas encore ces indicateurs, mais encore une fois, 2024 sera vraiment une année d'ajustement du côté de l'ADEME, et donc vous aurez toutes ces informations-là en temps et en heure en 2024. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, pour tous ceux qui ont demandé, le support vous sera envoyé ainsi que le replay dans la journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et des interrogations supplémentaires. Un grand merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.